Comment faire un arbre pondéré? Avant de donner la méthode pour faire un arbre pondéré, il faut savoir que l'arbre pondéré est un outil mathématique qui est beaucoup utilisé en probabilité. Ah ouais. Mais ce que la plupart des gens ignorent, pensent que l'arbre pondéré est utilisé seulement dans une situation de probabilité conditionnelle. Or, l'arbre pondéré peut être utilisé dans plusieurs autres situations. Par exemple, une situation de probabilité conditionnelle évidemment, mais généralement lorsque les événements sont indépendants, on peut utiliser aussi un arbre pondéré pour pouvoir répondre plus facilement aux questions. Voilà, donc on va faire ces deux situations là en exemple pour que vous puissiez mieux comprendre. On va voir la méthode. On est dans une probabilité conditionnelle. En probabilité conditionnelle. En probabilité conditionnelle, il faut vérifier que chaque valeur, on va vérifier si chaque valeur du test est une probabilité simple ou une probabilité conditionnelle. Vous allez comprendre, une probabilité simple, on va abréger PS, une probabilité conditionnelle, qu'on va abréger PC. Vous allez comprendre. Probabilité simple. Pour chaque valeur de probabilité conditionnelle maintenant, pour chaque valeur, donc pour chaque PC, il faut identifier l'événement qui vient en premier. Donc l'événement qui vient en premier, c'est-à-dire qui est réalisé en première position. Et puis maintenant, faire l'arbre pondéré. Faire l'arbre pondéré. Faire l'arbre pondéré. Voilà. Maintenant, pour ce qui concerne les événements qui sont indépendants, donc événements indépendants, il faut identifier l'événement qui vient en premier. Identifier l'événement qui vient en premier. Et maintenant, une fois que cela est fait, il faut faire l'arbre pondéré. En fait, ce que vous devez savoir, c'est que lorsqu'on parle d'identifier l'élément qui vient en premier, il s'agit de l'événement qui est réalisé avant l'autre. Voilà, qui est réalisé avant l'autre. C'est tout. Ou bien la situation qui est faite avant l'autre. Voilà. Dans ces exemples, vous allez mieux comprendre. Très bien, nous allons faire un exemple. Et dans un marché, 75% des clients sont des femmes. Une femme sur 5 achète un article au rayon vêtements, alors que 7 hommes sur 10 le font. On choisit au hasard une personne. On donne maintenant les événements R. La personne achète
un vêtement au rayon vêtements, puis le vêtement F, la personne est une femme. Voilà. Et on nous demande ici de faire l'arbre pondéré correspondant à cette situation-là. La lecture du texte nous permet de savoir qu'il s'agit d'une probabilité conditionnelle. Donc, on va utiliser la méthode, la probabilité conditionnelle. Donc, selon la méthode, on dit de vérifier si chaque valeur est une valeur de probabilité simple, une valeur de probabilité conditionnelle. En fait, une valeur de probabilité simple, c'est quoi? Une valeur de probabilité simple est une valeur qui fait intervenir un seul événement. Par contre, une valeur de probabilité conditionnelle fait intervenir au moins deux événements. Voilà. Donc, c'est la différence entre ces deux éléments-là. Probabilité simple, un seul événement. Probabilité conditionnelle, au moins deux événements. Donc, les valeurs qui sont ici, on a 75%. On a une femme sur 5. Donc, une femme sur 5, ça fait 1 sur 5. Voilà, une femme sur 5, 1 sur 5. Et puis, on a 7 hommes sur 10 qui donne 7 sur 10. Voilà, donne 7 sur 10. Maintenant, on doit vérifier si chaque valeur d'une probabilité simple ou une probabilité conditionnelle. Donc, ce qu'on fait, on lit la phrase qui contient la valeur pour voir si elle fait intervenir ces deux événements ou si elle fait intervenir seulement que un des deux événements. Donc, je lis la phrase qui contient 75% des clients sont des femmes. Donc, vous voyez que cela ne fait pas intervenir l'événement achète un vêtement rayon vêtements. Donc, un seul événement intervient. Donc, ici, c'est une probabilité simple. C'est une probabilité simple. Une femme sur 5, c'est-à-dire 1 sur 5, une femme sur 5 achète un article au rayon vêtements. Donc, une femme, vous voyez déjà que ça fait intervenir l'événement femme, la personne est une femme, et maintenant achète un article au rayon vêtements. Vous voyez que ça fait intervenir l'événement achète un article au rayon vêtements. Donc, du coup, on va avoir une probabilité conditionnelle, une PC. Pour la dernière valeur, on est 7 hommes sur 10. Mais 7 hommes, quand on regarde bien, on a l'impression que cet événement n'est pas ici. Il faut faire très attention. Le contraire de femme, c'est homme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que F bar, c'est l'événement, la personne est un homme. Voilà, donc c'est aussi un événement. Maintenant, on dit quoi? 7 hommes sur 10 le font. Font quoi? Achètent un article au rayon vêtements. Donc, cette valeur de 7 sur 10 fait intervenir également deux événements. Voilà. Donc, c'est une valeur de probabilité conditionnelle. Donc, on a vérifié que chaque valeur est une PS, une PC. Maintenant, pour chaque valeur, il faut identifier, pour chaque PC, il faut identifier l'événement qui vient en premier. Donc, on s'intéresse pas au PS, mais plutôt au PC. Parce que en probabilité conditionnelle, surtout en arbre pondéré, c'est les probabilités conditionnelles qui sont prioritaires. Donc, on va considérer d'abord les PC. Donc, selon les PC, on dit quoi? Une femme sur 5 achète un article au rayon vêtements. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut être une femme avant de pouvoir acheter un article au rayon vêtements pour obtenir le 1 sur 5. Il faut être au préalable une femme. Donc l'événement femme F vient avant l'événement achète un article au rayon vêtements. Voilà. L'événement femme vient avant l'événement R.
c'est la même chose ici. Il faut être un homme avant de le faire, avant d'acheter un article au rayon vêtements. Donc, l'événement homme aussi vient avant l'événement R. Or, pour beaucoup, ne tiennent pas compte de ces éléments-là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent dans l'ordre ces deux événements. Comme dans l'exercice, on a mis R en première position et qu'on a mis F en deuxième position, beaucoup ont tendance à faire quoi? R bar, et puis F bar, et puis ensuite F bar. Pourquoi? Parce que pour eux, comme R dans les événements, R vient en première position, donc il faut forcément commencer par F. Il faut faire très attention à cela. L'ordre des événements qui sont donnés dans l'exercice n'ont rien à voir avec la réalité de l'arbre pondéré. Voilà. Donc, pour pouvoir faire l'arbre pondéré, il faut faire très attention à ces événements-là, à ces éléments. Voilà. Donc, on a vu que le F vient avant le R, le H aussi vient avant le R. Voilà. Donc, du coup, on va faire maintenant notre arbre pondéré. Donc, on a dit que F venait avant. Donc, l'arbre pondéré. Donc, arbre pondéré. Donc, on va avoir F. Mais dans le complémentaire de F, c'est F bar. Donc, F bar. Et puis, maintenant, on a R. C'est un complémentaire R bar. Ici, on a R. R bar. Voilà. Maintenant, on commence par mettre les valeurs de probabilité conditionnelles. Voilà, on commence par mettre les valeurs de probabilité conditionnelles. Donc, on a dit ici que 5, une femme sur 5 achète. Donc, il faut être une femme avant d'acheter. Donc, on est sur cette ligne-là. Donc, 1 sur 5. 1 sur 5. Mais comme la somme des deux doit faire 1, donc ici, on doit faire 4 sur 5. De même que ici, homme, on a 7 sur 10 le fond. Donc, homme achète. Donc, on est sur cette ligne-là. Donc, on a 7 sur 10. Donc, de l'autre côté, 3 sur 10. Maintenant, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de regarder si la valeur de probabilité simple est celle qui est donnée ici. En fait, pourquoi il faut faire cette vérification-là? Il faut faire la vérification parce que une valeur de probabilité simple n'est pas obligée de figurer sur un arbre pondéré. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de connaître les valeurs de probabilité simples qui sont ici. Il y a des exercices comme ça. Par contre, une valeur de probabilité conditionnelle doit impérativement figurer sur l'arbre pondéré. C'est la raison pour laquelle tout ce qu'on fait est lié à la probabilité conditionnelle. Parce que ici, on a une probabilité simple, un seul événement. Voilà, donc on vérifie si cette valeur-là, si elle est celle de la probabilité de l'événement, on va la mettre. Mais si elle n'est pas celle de l'événement, on va mettre x ici et 1 moins x ici. Ça veut dire qu'on ne connaît pas. Donc cette valeur de probabilité simple-là, on va maintenant l'utiliser pour faire des calculs afin de déterminer x. Maintenant, nous, comme on vérifie ici, 75% des clients sont des femmes, on voit que femme F, on voit que c'est bien ici. Donc cette valeur de probabilité conditionnelle là doit figurer ici. Donc 75 ça fait 0,75. 0,75 et ici doit faire 0,25. Voilà. Donc généralement lorsqu'on a une probabilité conditionnelle et qu'on veut faire la pondérée par rapport à la situation, voilà comment il faut faire. Très bien. Voici une deuxième situation. On dispose de deux zones U1 et U2. U1 contient 2 boules blanches et 4 boules noires. Et U2 contient une boule blanche et 5 boules noires. On lance un dé cubique, c'est-à-dire un dé dont la face est numérotée de 1 à 600. Et si le nombre apparu à la face supérieure est un multiple de 3, on tire une boule
dans l'urne U1. Et sinon, on tire une boule dans l'urne U2. Donc, quand vous lisez bien ce genre d'exercice, vous voyez que ce genre d'exercice n'a rien à voir avec une probabilité conditionnelle. Maintenant, l'analyse de cet exercice-là, elle a dit que on a deux urnes. Donc, on a deux urnes U1, on a deux urnes U1, U1 et puis U2. Donc, on va tirer une boule ici ou bien une boule ici. Mais avant ça, on doit jeter un dé. Donc, on doit jeter un dé. Jeter un dé. Vous voyez un peu? En fait, qu'est-ce qui se passe? Le fait de jeter le dé, c'est un autre événement, si on peut le dire comme ça. C'est-à-dire une autre situation qui ne dépend pas, en fait, de ces deux-là. Voilà, de U1 et U2. Le résultat nous permet de tirer dans U2 ou dans U1. Mais le fait de jeter le dé n'a aucune incidence sur le fait que on va tirer ici une boule blanche ou bien une boule noire. Jeter, je peux trouver, et je peux tirer un nombre pair, je peux avoir un nombre, je peux avoir 5, mais ça ne veut pas parce que j'ai eu 5 que je vais venir ici, je vais tirer une boule blanche ou bien une boule noire. Donc vous voyez que le fait de jeter le dé et d'avoir le numéro n'a aucune incidence sur la couleur de la boule que je vais tirer ici. Donc du coup, ces deux éléments-là, ou ces deux événements, ces deux situations-là, sont indépendants. Donc, on se retrouve dans la situation d'événements indépendants que j'avais expliqué. Donc, vous voyez que ici, on n'a pas affaire à une probabilité conditionnelle, mais plutôt à des événements qui sont indépendants. Maintenant, on a dit quoi dans cette situation-là? Il faut identifier l'événement qui vient en premier. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a deux événements. On tire une boule blanche et on tire une boule dans l'une U1. Donc, lorsqu'on jette le dé, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a dit quoi? Lorsqu'on jette le dé, voilà, on lance un dé cubique et si le nombre est apparu à la face supérieure du droit, on tire dans l'une U1. Vous avez vu? C'est après avoir jeté le dé qu'on va tirer dans U1. Maintenant, c'est lorsqu'on tire dans U1, on peut avoir une boule blanche ou bien une boule noire. Donc, il faut tirer d'abord dans U1 avant de savoir si on va avoir une boule blanche ou une boule noire. Donc, l'événement tirer une boule dans U1, l'événement tirer une boule dans U1 vient avant l'événement on tire une boule blanche. Donc, faites très attention à l'ordre des événements qu'on vous donne. Voilà. Donc, si je dois représenter mon A pondéré, donc, soit je tire dans U1, donc c'est U, soit je tire dans U2, c'est U bar. Maintenant, deuxième possible, une fois que je tire dans U1, j'ai quoi? Soit j'ai une boule blanche, soit j'ai une boule noire. Donc, soit j'ai une boule blanche, soit j'ai une boule noire. Donc, ça veut dire quoi? Soit je tire dans U1, soit je tire dans U2. Voilà. Et lorsque je tire dans U1, je peux avoir une boule blanche ou je peux avoir une boule noire. Lorsque je tire dans U2, je peux avoir une boule blanche et je peux avoir une boule noire. Maintenant, comment on fait pour compléter ces valeurs-là? Parce que ce ne sont pas des valeurs de probabilité conditionnelles ni des valeurs de probabilité. C'est aussi simple que ça. Donc, on a dit quoi? Avant de tirer dans U, on doit faire quoi? On doit jeter ou lancer un dé. Voilà, on doit lancer un dé. Donc, il y a une condition sur le dé. Donc, en amont ici, on a un dé. Donc, avant d'arriver ici, donc ici, on a un D. Donc, avant d'arriver à U, on doit vérifier une certaine condition. Donc, D, on doit arriver à vérifier une certaine condition. La condition, c'est quoi?
La condition, c'est quoi ici? La condition, on dit que on doit, sur la face supérieure, on doit avoir un multiple de 3. Voilà, voilà notre condition. Donc, on a un D ici, pour arriver ici, on doit avoir cette condition-là. Maintenant, si on prend le D, on prend le D, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Donc, puisque le dé a 6 faces, donc quelles sont les faces qui vont nous permettre d'aller tirer une boule dans l'une U1? Donc, on a dit, la condition c'est quoi? D'avoir un multiple de 3. Donc, il y a la face 3 qui va nous permettre de faire ça. Et il y a la face 6 qui va nous permettre de faire ça. Donc, au total, on a combien de faces? On a 2 faces qui nous permettent de faire ça. Sur combien de faces au total? Sur 6 faces. Donc, je suis dans le D ici. Donc, pour venir tirer dans le U1, je dois avoir 2 faces sur 6 faces. Et quelles sont les faces qui me permettent d'aller tirer dans l'une? U2, on a la face 1, la face 2, la face 4 et la face 5. Donc, j'ai 4 faces. Donc, quand vous faites bien la somme, vous voyez que cela va donner 1. Maintenant, une fois que je suis rentré ici, dans l'une U1, on doit faire quoi? Pour arriver en B ici, on doit tirer une boule blanche. Donc, je dois tirer une boule blanche. Donc, je me demande maintenant, dans l'une U1, il y a combien de boules blanches? Dans l'une U1, il y a 2 boules blanches. Dans l'une U1. 2 boules blanches dans l'une U1. Donc, ça me fait 2 boules blanches. Sur combien de boules au total? Donc, ici, ça me fait 2 plus 4 boules noires. Donc, ça fait 6 boules. Donc, il y a 6 boules au total. Et ici, on doit tirer une boule noire. Donc, il y a combien de boules noires? Il y a 4 boules noires. Donc, 4 boules noires sur combien de boules au total? Sur 6 boules. C'est pareil ici. Dans l'une, U2, on a combien de boules blanches? On a une seule boule blanche. Donc, ça va me donner une seule boule blanche. Sur combien de boules? Sur 6 boules. Parce que une boule plus 5 boules, ça fait 6. Ici, je vais avoir 5 boules. 6. Voilà. Donc, voilà cette situation-là, qui n'est pas une situation de probabilité conditionnelle, mais qui nous permet de répondre facilement aux questions en faisant un arbre pondéré. Donc, l'arbre pondéré, il faut savoir, n'est pas réservé seulement à la probabilité conditionnelle. Il y a plusieurs situations qui peuvent nous pousser à faire un arbre pondéré.